Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle e-conférence de la Fondation Attijari Wafa Bank dans le cadre de son cycle Échanger pour mieux comprendre. Le thème choisi pour cette première conférence de l'année 2021 est Mutation du marché du travail. Quels sont les métiers de demain? Alors, au moment où de nouveaux variants de la Covid-19 sont découverts un peu partout dans le monde du travail, lui, continue de faire face à de graves perturbations. Ainsi, nous verrons dans un premier temps, avec nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants, nous verrons avec eux comment se porte le marché du travail presque un an après le début de la pandémie. Aussi, et paradoxalement, cette crise liée au Covid-19 est vécue dans certains secteurs comme un accélérateur de réforme. Est-ce réellement le cas? Et quels sont les secteurs où les mutations sont déjà à l'œuvre? Ce sera le deuxième axe de cette conférence avant d'aborder avec nos invités les métiers de demain, ceux qui vont le plus recruter dans les prochaines années. Je vous présente sans plus tarder nos invités. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Omar Lafora. Vous êtes directeur général de Terroir du House et de IGA. Vous êtes également président de l'association Corps Africa Maroc. Merci d'être avec nous, Monsieur Lafora. Merci à vous et merci pour l'invitation. Je suis très heureux de faire partie de ce panel qui, j'espère, sera utile aux auditeurs. On l'espère également. Avec nous également, Monsieur Amin Lezaz. Vous êtes fondateur de l'accélérateur H7 Disrupt Africa. Merci, Monsieur Lezaz, d'être avec nous. Merci pour cette invitation. Merci à vous. Avec nous également, Monsieur Marwan Hakam. Vous êtes médecin, expert et enseignant en e-santé et en télémédecine. Vous êtes également directeur médical et cofondateur de la plateforme avismédical.ema. Merci d'avoir répondu présent. Merci pour l'invitation. Et enfin, avec nous, Monsieur Nicolas Goldstein. Vous êtes fondateur du cabinet Talentum. C'est une plateforme web de mise en relation de talents africains prêts à travailler à distance avec le reste du monde. Merci d'être avec nous, Monsieur Goldstein. Merci à vous. Permettez-moi, messieurs, de commencer avec Monsieur Lezaz. Vous le savez, les questionnements sur le devenir du marché du travail ont toujours fait surface lors de mauvaises conjonctures. L'époque que nous vivons actuellement en est une, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comment se porte le marché du travail presque un an après le début de la pandémie? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, entre autres. Les chiffres du HCP sont en tout cas parlants. Ils montrent une dégradation à tous les niveaux. Le taux de chômage a grimpé à 12,7% l'année passée. Le taux d'emploi de la population en âge de travailler a pour sa part chuté de 2,8 pour descendre à 37,9%. Quelle est votre lecture de ces chiffres, Monsieur Lezez? Est-ce qu'il faut les circonscrire dans un contexte de crise sanitaire et de sécheresse, ou bien faut-il s'armer, on va dire, d'optimisme pour espérer un redressement dès cette année? Les chiffres sont assez alarmants, c'est clair. Maintenant, ce n'est pas dû à la pandémie du Covid-19. C'est quelque chose qu'on vit depuis plus ou moins 2, voire 3 décennies. Aujourd'hui, au Maroc, il y a entre 5 et 7% de NEET. Ça veut dire c'est des Marocaines et des Marocains qui ne sont pas en emploi, qui ne sont pas dans un institut de formation ou dans une école. Et aussi, on a une économie qui a besoin de créer 300 000 emplois annuellement pour faire face aux jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi annuellement, et une économie qui ne produit que 130 000 à 150 000 emplois. Ce qui fait qu'on avait déjà, avant la pandémie, un problème de génération d'emplois, parce que le tissu entrepreneurial marocain n'est pas assez fort. Les derniers chiffres qu'on a, datent de 2019, où il y a eu presque 100 000 créations d'entreprises au Maroc. Mais là où le bas blesse, c'est que ces entreprises-là ne génèrent pas assez d'emplois. C'est-à-dire comment faire pour que notre pays puisse vraiment atteindre son plein potentiel entrepreneurial. Et je pense que l'équipe gouvernementale actuelle et surtout celle à venir, en 2021, on aura des élections, va devoir plancher sur ce sujet-là, parce que c'est là où les jeunes et les moins jeunes nous attendent.
Très bien. Monsieur Hakam, les observateurs, les économistes aussi parlent de la santé comme un secteur qui a montré sa résilience face à la crise liée au Covid-19, avec d'autres secteurs d'ailleurs comme les télécoms, l'agriculture et les phosphates. Qui dit résilience dit création d'emplois. Est-ce que vous êtes d'accord pour valider cette idée de résilience face à la crise liée au Covid-19 du secteur de la santé? J'aime bien regarder à l'intérieur des murs. Je ne vais pas regarder la santé à l'international, mais je vais regarder la santé chez nous. Alors, je ne vais pas parler de résilience, je vais parler de prolongation du sacrifice du secteur de la santé qu'il fait depuis 50 ans, avec le peu de moyens qu'on lui alloue et le manque flagrant en ressources humaines. Il faut savoir que nous avons un manque de 90 000 ressources humaines santé, 30 000 médecins et 60 000 infirmiers pour qu'on arrive à la moyenne recommandée par les instances internationales et par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, est-ce qu'on va parler d'ouverture en fait de ce marché-là? Oui, enfin, il y a un besoin. Après, le problème, c'est que ce marché-là nécessite des formations spécifiques qui aujourd'hui posent problème. Et c'est pour ça que nous avons des goulots d'étranglement. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à former suffisamment de médecins pour couvrir le manque que nous avons. Et ce manque se cumule année après année, année après année. Et même si on rajoute 2, 3 encore facultés de plus, 2, 3 universités de plus, ben, ça ne réglera pas forcément le problème, à moins qu'on passe à vraiment de la formation cocotte-minute, qu'on aborde peut-être le cursus médical d'une autre manière pour qu'on puisse combler le vide que nous avons aujourd'hui. Donc, je ne parlerai pas de résilience, mais je parlerai de continuité de sacrifice de toutes les ressources humaines santé qui ont fait un effort considérable malgré le manque de moyens flagrants dès le démarrage de la pandémie. Voilà. Allez-y, oui. Après, bien entendu, ce qui a émergé dans toute cette situation de pandémie, c'est bien entendu toute la technologie liée à la santé. Aujourd'hui, enfin, il y a peut-être 2 ans, quand je parlais de télémédecine, j'avais en face de moi, ou de e-santé même, j'avais en face de moi des levées de boucliers magistrales, quoi. Et tout ça a été dû à une incompréhension totale du sujet de la part des professionnels de santé, mais aussi de la part des tech providers. Dans un sens, les tech providers pensaient qu'ils pouvaient arriver au niveau de la santé et produire de la technologie et commencer à approvisionner du service, ce qui n'est pas le cas parce que la provision de services santé ou la provision de services médicaux ne peut être fait que par des médecins ou des professionnels de santé. C'est légalement reconnu. Et de l'autre côté, on avait des professionnels de santé ou des médecins qui pensaient que la technologie santé allait les remplacer. Or, la disruption, on va dire, digitale qu'on a vue dans d'autres secteurs comme la finance ou l'assurance ou le commerce ou la distribution ne pourra absolument pas être appliquée au modèle santé parce que dans l'acte télémédical, par exemple, on dit bien télémédecine, ça veut dire qu'il faut obligatoirement qu'il y ait un médecin dans le processus. C'est-à-dire qu'on a beau avoir la technologie, si on n'a pas suffisamment de médecins, ben, cette technologie ne pourra pas forcément servir à quoi que ce soit. Donc, globalement, ça apportera effectivement un renouveau au niveau des métiers de la santé. Il y aura des besoins éventuellement de nouveaux emplois au niveau de la santé. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure pour laisser la parole aux autres intervenants. Mais voilà, mais globalement, il n'y a pas eu une vraie résilience. Il y a eu une continuité du sacrifice qui est rendu depuis 50 ans. Très bien. Besoin, c'est un terme qu'on retiendra pour plus tard, évidemment, oui. Qu'on pourra détailler. Après, le secteur de la santé, Monsieur Lafora, vous opérez dans des activités à forte valeur ajoutée. D'où ma question, dans quelle mesure les métiers de niche ont-ils résisté à la crise? Et puis, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de métiers de niche qui commencent à s'imposer sur le marché du travail? Parfaitement. Alors, quand on parle de métiers de niche, il faut déjà définir la chose. On parle de marchés qui sont très précis, avec des besoins très particuliers. Donc, et qui, comme tous les autres secteurs d'activité, subissent les conséquences de ces grands changements ou de ces grandes conditions, comme la situation sanitaire actuelle. Ceci étant, ce sont des métiers qui sont constamment en mutation face à la demande qu'on voit un peu partout sur le marché. Et donc, à titre d'exemple, j'évoquerai les 2 métiers sur lesquels je suis présent, à savoir l'agriculture, en l'occurrence biologique, sur certains produits destinés à certains marchés à l'export. Et là, bien entendu, on voit des tendances qui sont à long terme, donc une demande qui est croissante, qui est généralement
comme c'est le cas des métiers de niche, comme nous n'avons pas de grande base de consommateurs. Mais nous avons une demande qui est importante au niveau des consommateurs ciblés. Et deuxième élément, c'est que nous avons des variations en fonction de notre capacité à maintenir une production qualitative. Alors, j'évoque les deux secteurs, l'agriculture et ensuite les métiers de l'environnement. Et là aussi, avec l'évolution de l'économie nationale, on voit qu'il y a plus de réglementation, plus de demandes pour des prestations de qualité, surtout en matière de gestion de l'empreinte ou de l'impact écologique donc des différentes activités économiques. Voilà. D'accord, très bien. Monsieur Goldstein, recruter un talent, c'est votre métier. Quelles sont alors les grandes tendances qui se dégagent de l'exercice 2020 en matière de recrutement sur le continent africain, vu que vous opérez sur tout le marché africain? Et puis, est-ce qu'on peut parler du télétravail comme une tendance ou bien l'engouement s'est-il un peu affaissé quelques mois après la fin du premier confinement? Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est vrai que le télétravail un peu partout a été une nouveauté pour de nombreuses entreprises, mais que le télétravail a été accepté par plus de la moitié d'une entreprise sur deux parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, que ce soit en Afrique ou ailleurs, on peut le voir grâce aux nouvelles technologies. C'est en plein boom, les entreprises devront accepter de faire du télétravail ou faire un mixte entre du bureau et du télétravail. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique, au début, on parlait qu'il va manquer plusieurs centaines de milliers de travail. Il faut savoir qu'à l'échelle de l'Afrique, il va falloir créer plus de 100 millions d'emplois parce que l'Afrique sera le pays le continent le plus peuplé. Donc du coup, c'est vrai que c'est un vrai challenge qui s'annonce. Et pour rejoindre ce que disait l'un des intervenants, il va falloir beaucoup investir sur la formation et l'éducation. C'est la clé du succès, que ce soit au Maroc ou en Afrique. Et donc, et enfin, une dernière chose, ce qui est important, c'est l'employabilité. Repenser l'éducation et la formation sur des formations, sur des expertises et rendre employable rapidement une population sur des métiers d'avenir. Et maintenant, pour répondre à votre première question sur le recrutement, moi, je dirais que chez nous, chez notre plateforme Talenteum.africa, on recherche avant tout des expertises et pas des candidats. Et donc, on va de plus en plus s'orienter vers aller chercher une personne qui a une expertise bien précise. Et sur ça, les entreprises vont rechercher. Donc, rechercher l'expertise et le talent, c'est la clé des métiers de demain. Très bien. L'expertise, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, Bien peut-être? sûr. Par exemple, un commercial lambda, si aujourd'hui il ne sait pas utiliser des logiciels comme Salesforce, HubSpot ou différents logiciels du métier, eh ben, il ne sera pas apte. Alors demain, on préfère apprendre quelqu'un de plus junior, mais qui utilise les technologies. Pareil, par exemple, pour les médecins, Monsieur Hakam le disait, maintenant, la télémédecine se démocratise. Si vous avez un médecin mais qui ne sait pas utiliser les technologies, il ne pourra pas, dans un proche avenir, opérer. Donc, du coup, demain, les métiers de demain, il faudra qu'ils soient tous liés à la technologie et pas réfléchir à ce qu'il va se passer demain, mais déjà anticiper. Et donc, c'est pour ça que nous, parmi les métiers qui sont en plein boom partout dans le monde, mais qui sera une aubaine pour l'Afrique, c'est bien entendu les ingénieurs, les informaticiens et tout ce qui est lié aux nouvelles technologies. Très bien. En tout cas, une chose est sûre, la pandémie de Covid-19 a accéléré les mutations du monde du travail, déjà à l'œuvre. D'ailleurs, selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, près de 50% des travailleurs qui conserveront leur poste au cours des 5 prochaines années auront besoin d'une reconversion. Monsieur Hakam, comment un vieux métier comme le métier de médecin est-il en train de s'adapter aux contraintes imposées par la crise? Doit-on s'attendre à des évolutions pardon, majeures dans ce domaine, en tout cas en termes de pratique? Alors, ce métier évolue depuis pas mal d'années partout dans le monde. On va dire que dans nos murs à nous, il est resté dans une forme assez standard pendant les 50 dernières années.
Et depuis quelques années, on va dire, il y a eu quelques mouvements d'amélioration, de modernisation de l'acte de soins en général et même du parcours de soins en particulier. Euh, Maintenant, qu'est-ce qui risque de changer? D'abord, la première des choses, c'est que euh, les lauriers sur lesquels on se reposait depuis quelques années en se disant que la relation médecin traitant, patient traité ne pouvait se faire que de manière présentielle à l'intérieur d'un cabinet ou dans les murs est en train de changer. Donc nous parlons aujourd'hui de médecine hors mur. Cette médecine hors mur, elle peut être relative à la télémédecine. C'est quelque chose qui s'est imposé pratiquement à toute la pratique médicale dès le début du premier confinement. Enfin, quand le confinement est arrivé, on s'est retrouvé devant une situation qui était dramatique. Nous avions des patients chroniques, des malades chroniques, qui nécessitaient un suivi régulier et qu'on ne pouvait plus suivre. Nous ne pouvions plus savoir s'ils étaient bien et en plus, ils faisaient partie des populations à risque. Donc, il a fallu trouver des initiatives. Sur le coup, la réglementation n'était pas connue par mes confrères et consoeurs, donc il y a eu un peu d'anarchie. C'est-à-dire que les gens ont utilisé du WhatsApp, ils ont utilisé du Viber, du Skype, de tout pour communiquer avec leurs patients. Il y a eu des ordonnances qui ont été envoyées en format photo, on fait des choses comme ça. Et puis, moi, je trouve que à chaque chose malheur est bon. Enfin, cette situation a amené toutes les sociétés savantes médicales à venir discuter des outils qui permettraient éventuellement de faire de leur mur. Et pendant la période de confinement, je faisais pratiquement un webinaire par jour ou 2 webinaires par jour en fonction des sociétés savantes parce qu'ils étaient à la découverte de quelque chose qu'ils refusaient pendant des années et qu'ils se retrouvaient devant une situation où le salut est dans ces technologies-là à condition de savoir les utiliser. Comme disait M. Goldstein, la majorité ne savent pas utiliser correctement les outils électroniques. Moi, je me plais de dire très souvent que aujourd'hui, on ne parle plus d'alphabétisation ou d'analphabétisation. Il y a un constat clair qu'on prend maintenant en considération, c'est ce qu'on appelle l'électronisme. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez avoir un médecin qui est fortement lettré, mais qui est illettré. C'est-à-dire qu'il est incapable aujourd'hui d'utiliser convenablement un outil de production numérique pour faire son métier. Ceci a amené en fait ces discussions, a permis aussi d'améliorer la législation que nous avions qui était restrictive. Enfin, je vous passe les détails. Dernièrement, il y a eu une annonce comme quoi il y a eu le changement de la définition de la téléconsultation qui, au préalable, était complexe parce qu'elle obligeait la présence d'un infirmier avec le patient. Donc, c'était envisageable au niveau de la santé publique dans un centre de santé, mais on voyait mal une personne qui est chez elle avec son téléphone, on va lui envoyer un infirmier pour rester avec elle pendant que le médecin la consulte. Donc, ça a amené toutes ces discussions-là, ça a permis vraiment d'améliorer la compréhension en fait, de ce que peut apporter la télémédecine. Alors, la télémédecine ou la e-santé en général, pas seulement l'acte télémédical en soi, peut apporter beaucoup de choses. Et je pense que demain, nous allons voir de plus en plus une nouvelle médecine qui n'est pas la médecine habituelle curative qu'on avait jusque-là. On va trouver ce qu'on appelle la médecine 5P. La médecine 5P, donc, qui veut dire prédictif, préventif, participatif, personnalisé, éprouvé. La preuve scientifique est importante. On l'a vécu avec tout le débat qu'on a eu sur tous les vaccins, sur la chloroquine et tout ça. Elle doit être prédictive, elle doit être préventive. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un contact constant avec le patient pour prendre des décisions avant détérioration. Et elle doit être personnalisée. Et aujourd'hui, vous avez des outils de suivi à distance qui permettent de suivre des patients sans les obliger à se déplacer, sans les obliger à venir éventuellement juste pour qu'on leur dise apparemment vos constantes sont bonnes et vous devez continuer le traitement. Aujourd'hui, ce genre de choses va amener beaucoup de technologies sur le sujet médical, mais ça amènera aussi une discussion sur les manques que nous avons en termes de ressources humaines et en termes d'expertise au niveau des ressources humaines. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous voulons faire de la télémédecine dans notre pays. Il y a une initiative nationale de télémédecine qu'on applaudit des deux mains, il n'y a pas de problème. On est en train de mettre des valises de télémédecine équipées de dispositifs médicaux connectés, stéthoscope, dermatoscope, ainsi de suite. Enfin, je vous passe les détails. On les met entre les mains d'infirmiers polyvalents. Je ne suis pas en train de dire que les infirmiers polyvalents ne font pas leur travail, qu'on soit clair. Mais on les met entre les mains d'un infirmier polyvalent. Il se connecte à distance avec un cardiologue. Le cardiologue va lui dire, pouvez-vous poser le stéthoscope, par exemple, sur le foyer aortique? Il se trouve que malheureusement, cette formation est du ressort du médecin. Donc, on va avoir besoin très probablement
d'améliorer la formation des infirmiers. En France, ils ont déjà élaboré quelque chose qui s'appelle l'infirmier de pratique avancée. Nous avons aussi besoin de réfléchir à ce genre de choses. On a besoin de réfléchir à rendre l'infirmier une vraie interface de soins complète et non pas juste une interface humaine de triage ou d'orientation. Très bien. Et tout ça, ça représente quand même des opportunités pour les médecins et les infirmiers de demain. Des Clairement. opportunités que le gouvernement doit prendre en considération, que les instances de tutelle doivent prendre en considération et intégrer dans leur plan éventuellement stratégique et leur plan de mise en place de formation pour les années futures. Il faut qu'on prenne en considération qu'il va y avoir de plus en plus, on va parler terre à terre, d'informatique et d'électronique dans la médecine. Il va y avoir plus comme je vous ai dit, de hors mur, même par exemple pour la radiologie. On peut aujourd'hui se permettre d'avoir un technicien radio à Zilal sans avoir de radiologue avec lui, mais il peut prendre l'image, l'envoyer à Casablanca, elle peut être interprétée et revenir en 5 minutes. Donc, il faut qu'on envisage ce genre de choses et ça coule de source. Nous avons un manque de ressources humaines spécialisées, nous avons une sous-densité médicale dans le pays. La moindre des choses, c'est de trouver une solution pour optimiser l'allocation de ces ressources humaines existantes. Donc, la technologie pourrait mutualiser ces ressources existantes en attendant qu'on puisse en développer suffisamment pour combler le vide que nous avons. Très bien. Monsieur Goldstein, cette deuxième partie, nous la voulons vraiment pratique, grâce à votre bonne expérience, bonne connaissance du terrain. L'idée est de permettre en fait aux étudiants qui nous suivent de choisir les cursus porteurs. Dans ce sens, quelles compétences méritent d'être développées pour une meilleure employabilité dans l'avenir et quels sont les métiers qui présentent aujourd'hui déjà un taux d'employabilité élevé? Je vais dire que, pour commencer, bien entendu, tous les métiers liés à l'ingénierie, donc que ce soit ingénieur informatique ou ingénieur agronome, vu que c'est vrai que l'agribusiness, comme monsieur Lafoura disait, est en plein boom, surtout en Afrique et partout dans le monde. Maintenant, une compétence qui n'est pas un métier, mais il faudra passer de simple opérateur à chef de projet. Ce que j'aimerais donner comme message, c'est que demain, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle va faire disparaître certains métiers. Et demain, si vous ne pouvez pas raisonner, vous ne savez pas prendre des décisions pour interpréter la technologie, eh ben, votre métier pourra disparaître. Par exemple, on travaille avec des cabinets comptables qui avant externalisaient leur saisie comptable, soit au Maghreb ou soit dans l'océan Indien. Maintenant, certains logiciels font le travail de ce que faisaient certains opérateurs manuellement. Et donc, ce qu'ils recherchent maintenant, c'est plus carrément des comptables ou des comptables confirmés qui peuvent vérifier ce que fait la machine. Et donc, c'est pour ça que demain, je pense que aux candidats qui arrivent sur le marché du travail, il faut regarder ce qui se passe, il faut regarder ce qui se passe en Europe, aux États-Unis et ailleurs pour s'inspirer des métiers de demain et essayer d'avoir un plus par rapport à… même en Europe, vous savez, les gens ils commencent à s'endormir, ils sont sur leur laurier. Et moi, ce que je vois, c'est que les talents africains, ils se forment par eux-mêmes, ils se forment aux technologies de demain. Et donc, il faut sans cesse se former et ne pas sortir d'école avec un simple diplôme universitaire en pensant qu'on va trouver un job. Malheureusement, c'est plus suffisant. Et il faut se former en plus aux nouvelles technologies. Si on parle de la santé, on peut se former à certains logiciels. Donc, c'est pour ça. Donc, le message, c'est essayer de vous former, essayer d'être toujours meilleur que ce qu'on vous fait apprendre en cours, parce que je pense que l'éducation et la formation d'aujourd'hui sont peut-être encore obsolètes et l'avenir, c'est à vous de la prendre en main. Et donc, avec Internet, vous pouvez réfléchir à quelles sont les technologies qui peuvent être intéressantes de demain. Pour rebondir sur ce que vous dites, Monsieur Goldstein, qu'est-ce qu'il faut pour être chef de projet, tout simplement? Quelles sont les Chef de compétences projet, c'est-à-dire que utiliser certains logiciels de management. Lorsque vous allez, par exemple, travailler avec plusieurs personnes, savoir utiliser des outils de management qui vous permet de suivre chacun de vos projets, chacun collaborateur, mettre un temps sur chaque projet, voir si votre productivité est bonne ou pas. Il existe des logiciels. Donc, du coup, il faut savoir utiliser les logiciels que chaque chef de projet sait manager. Maintenant, la différence entre une entreprise qui sait faire travailler à distance et d'autres qui ne savent pas faire travailler à distance. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont frustrés en disant « on a du mal à travailler à distance, ça ne marche pas, etc. » Tout simplement, c'est deux choses. C'est un, c'est comment utiliser la technologie et deux, est-ce qu'on a un bon chef de projet
qui a pris en main ce nouveau métier qui est le travail à distance. Donc, les chefs de projet qui sont proactifs et qui veulent faire avancer les choses, ils trouveront toujours le moyen pour que une bonne entente, par exemple, lorsqu'on fait travailler des gens dans des bureaux différents et voire dans des fuseaux horaires différents. Donc, du coup, c'est être proactif, utiliser les logiciels spécialisés dans tout ce qui est gestion de projet. Très bien. Monsieur Hezzaz, selon vous, quels sont les métiers qui sont en évolution et ceux qui sont carrément en révolution aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez identifier quelques-uns pour nous aujourd'hui? J'aimerais revenir sur notre challenge. En tant qu'Africain, d'ici 2050, la population africaine passera la barre des 2 milliards. 2 milliards d'Africains, ce qui fait qu'annuellement, on va devoir créer grosso modo 100 millions d'emplois annuellement. Pour faire ça, il faut que l'Afrique se dote d'un nouveau système éducatif et pas nécessairement copier les systèmes éducatifs venant du Nord. Et il faut s'appuyer sur les technologies. Et en parlant de technologie, c'est que aujourd'hui même, les prévisions tablent sur un besoin de presque 150 millions de développeurs. Ce qui fait que c'est un métier d'avenir. Maintenant, est-ce que le Maroc ou l'Afrique a l'infrastructure pour former ces futurs développeurs? La réponse est non. Aujourd'hui, quand on voit les seules initiatives dans ce sens-là, il y a une start-up qui est au Nigeria, qui s'appelle Andela, qui a levé plus de 100 millions de dollars pour pouvoir former des développeurs qui travaillent sur ce qu'on appelle l'employabilité à distance. C'est-à-dire ils mettent à disposition des grands big tech, comme Google, Facebook, Apple, ainsi de suite, à des développeurs basés à Lagos, à Nairobi et à Kigali. On pense qu'il faut qu'on crée des écosystèmes EdTech un petit peu partout en Afrique pour pouvoir créer des systèmes éducatifs pouvant former aussi bien sur la santé, sur l'éducation, sur la GovTech, la cybersécurité, agritech, la logistique, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le nerf de la guerre, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on utilise les technologies actuelles pour pouvoir former un grand nombre d'Africains et surtout se connecter sur des opportunités mondiales. C'est-à-dire les besoins en technologie ne sont pas propres qu'à l'Afrique. C'est-à-dire les besoins de l'Amérique du Nord, de l'Europe sont énormes. Et on peut, à distance, comme ce qu'on a fait dans l'offshoring, mais avec des métiers à très faible valeur ajoutée, se connecter à des professions et des métiers à très haute valeur ajoutée, mais à distance. Très bien. D'autres exemples à donner, Monsieur Hezzaz? D'autres exemples, pour moi, quand j'analyse la liste des métiers d'avenir, ce que je vois, c'est des compétences à développer. Parce qu'aujourd'hui, quand on compare nos talents et les talents de d'autres pays, on a des lacunes au niveau du critical thinking, c'est-à-dire c'est de la pensée critique. On a des lacunes par rapport à la créativité. Parce que le monde de demain sera rempli de robots et d'algorithmes qui sont capables de faire des choses plus vite et mieux que nous. Mais la créativité, l'agilité, le critical thinking, ça sera toujours le ressort, c'est-à-dire ça sera toujours le fort de l'humain. Ce qui fait qu'il faut que j'insiste sur l'éducation, c'est qu'il faut qu'on travaille sur ces compétences et moins sur l'expertise pointue. Parce que dans 10 ans, 15 ans, probablement qu'on aura des algorithmes d'intelligence artificielle capables de coder les progiciels et les logiciels de demain. Mais les architectes de ces systèmes-là, ce sera des humains et il va falloir qu'ils soient plus créatifs que la machine. D'autres métiers, moi je pense à tout ce qui est relié à l'économie du partage, shared economy. Par exemple, on voit que dans certains pays, on voit l'essor de tout ce qui s'appelle cloud kitchen ou black kitchen, c'est-à-dire que d'avoir des cuisines communes, mais aussi des usines communes permettant à des petites entreprises
de ne pas investir trop dans l'outil et se concentrer sur la commercialisation et aller à la rencontre de ses clients. Parce que, comme je l'ai dit, il y aura 2 milliards d'Africaines et d'Africains. Et il y a une dirigeante des Nations Unies qui dit que plus ou moins 8 Africains sur 10 vont devoir créer leur propre emploi. En tant qu'auto-entrepreneur ou fondateur d'une TPE ou fondateur d'une PME. Ce qui fait qu'il faut aussi qu'on forme les futures générations sur l'entrepreneuriat. Et ça, encore, c'est que personnellement, je ne vois pas encore une initiative panafricaine pour travailler sur ce sujet-là. Très bien. C'est très bien que vous parliez, Monsieur Aziz, d'auto-entrepreneuriat, d'entrepreneuriat, parce que ça fait écho avec ma question, et une question pour Monsieur Lafora. Seriez-vous d'accord pour dire qu'on peut parler d'évolution et de révolution comme bon nous semble, mais tant que le cadre réglementaire ne suit pas, tant que les incitations fiscales ne suffisent pas, on ne peut pas réellement tabler sur un redressement du marché du travail. Quand je parle évidemment de cadre réglementaire, je pense au statut de l'auto-entrepreneur, voilà. Donc, le cadre réglementaire de manière générale. Écoutez, je suis un adepte de la vision optimiste du monde. Je pense que dans un premier temps, il faut voir ce qui existe. Parce que je pense que si on n'est pas optimiste, il vaut mieux ne pas se lever le matin. Alors, on se dit que par rapport au cadre réglementaire, les cadres existent. Certes, ils sont imparfaits, ils seront toujours imparfaits. Mais faisons d'abord la part des choses. Essayons d'abord de mettre à bon escient, à bon usage ce qui existe pour l'instant. Et ensuite, on peut avoir un retour d'expérience suffisamment important pour parler de ce qui peut être amélioré. Et il y en aura toujours des améliorations possibles. Maintenant, pour revenir sur le sujet de l'auto-entrepreneuriat, qui est un sujet, à mon sens, intéressant, dans la mesure où il crée une alternative aux jeunes entrepreneurs qui cherchent à s'initier. Je pense que dans son architecture actuelle, dans sa conception actuelle, c'est une étape intermédiaire ou une étape, on va dire, d'entrée en la matière. On a parlé plutôt de cette période de crise sanitaire. J'ai remarqué dans mon expérience et dans mes secteurs d'activité qu'il y a eu plusieurs opportunités qui se sont ouvertes à des personnes qui ont perdu de leurs emplois ou qui n'ont pas pu trouver d'emploi ou d'opportunités pendant cette période et qui ont pu se convertir ou bien mettre à bon usage leurs compétences dans des domaines concrètement comme la sous-traitance de certaines prestations. Vous avez un exemple à partager avec nous, par bien exemple, sûr, un exemple concret? Bien sûr. Enfin, c'est anecdotique, mais je peux vous citer, dans le cas d'une des entreprises que je dirige, par exemple, nous avons pu encourager 4 personnes qui autrefois n'avaient pas d'emploi à s'inscrire dans le registre de l'auto-entrepreneuriat et à fournir des prestations de formation pour les personnes qui travaillent dans notre entreprise. Nous avons aussi encouragé d'autres personnes à essayer de trouver des solutions à des problématiques très spécifiques dans les domaines où nous travaillons. Par exemple, la gestion circulaire ou le traitement circulaire de certains déchets pour lesquels des solutions n'existent pas aujourd'hui au Maroc, tout simplement parce qu'on n'est pas encore arrivé à un stade où les grands opérateurs, ou en termes de volume, où les opérateurs seraient intéressés par ce marché ici. Ça leur a permis de décrocher des marchés par la suite? Oui, absolument. Je pense aussi à un autre élément qui est celui de l'évaluation, l'évaluation de post-action, où nous avons besoin de compétences, de personnes qui pouvaient venir évaluer un peu le travail que nous avons fait, de projets ou bien de produits que nous avons mis sur le marché. Et à ce moment-là, ce sont des gens qui ont pu capitaliser sur une petite expérience avec une petite entreprise pour ensuite faire leur portefeuille et aller chercher autre chose. Mais je pense que ce qui est important surtout, c'est de ne pas rester assis, de ne pas attendre à ce que des opportunités qui conviennent parfaitement au profil que nous présentons se présentent. Et je reviens notamment au sujet ou au point que M. Lezdez a évoqué, qui est celui d'esprit critique, qui est essentiel. Vous savez, moi, je suis comme d'autres personnes dans ce panel de formation anglo-saxonne, et on parle beaucoup du critical thinking, de l'esprit critique. Et couplé à cela, il y a aussi cette idée d'intelligence émotionnelle, d'empathie, où l'humain, mis à part ses compétences techniques, arrive à comprendre un peu les enjeux majeurs du fait que nous vivons dans une communauté ou dans un monde qui est d'abord défini par l'humain, et l'humain est complexe. Et avant de parler de technique, il faut comprendre, ou du moins essayer de comprendre l'humain. Très bien.
Permettez-moi, messieurs, de me projeter avec vous dans l'avenir proche. D'ici 2025, l'automatisation et la nouvelle répartition du travail entre les humains et les machines, on en parlait à l'instant, risquent de perturber quelques 85 millions d'emplois au niveau mondial, touchant en particulier les tâches appelées à évoluer avec les changements technologiques. On peut citer la saisie des données, la comptabilité et le soutien administratif. Monsieur Ezez, quels sont, selon vous, les métiers où la technologie, l'intelligence artificielle aussi, ne réussira jamais à détrôner l'homme? Et puis, quelles sont les associations inédites hommes-technologie qui se font aujourd'hui et qui sont amenées à se développer davantage dans l'avenir? Alors, on en a discuté longuement la dernière fois. C'est tous les professions ou les métiers qui font appel à la créativité. C'est-à-dire la machine a de la difficulté à être créative. Maintenant, pour moi, je suis un optimiste et aussi je suis un technologiste. J'adore toutes les technologies et je pense que le robot ou l'algorithme, il est à notre service. Il va nous permettre de se concentrer sur ce qu'il y a de plus, je dirais, à plus haute valeur ajoutée dans notre profession. On a parlé du métier de la comptabilité. La comptabilité, avec ces nouveaux outils-là, ben nos amis experts comptables et comptables, ils vont se concentrer sur vraiment du conseil à la gestion, plutôt à faire un travail répétitif et à faible valeur ajoutée. Je regarde aussi au niveau de la médecine. Aujourd'hui, avec tout ce qui est wearables, c'est-à-dire tout ce qui est, l'exemple, c'est la Apple Watch. C'est-à-dire que dans 5-10 ans, ces wearables, ils vont être en contact avec nos médecins pour dire voici l'état de santé en temps réel de l'individu. Je vois aussi au niveau de l'agriculture, on a plusieurs startups ici même au Maroc qui travaillent sur comment l'intelligence artificielle peut identifier des maladies des arbres ou en avance parce qu'ils sont dotés de caméras à très haute résolution, capables d'analyser avec un algorithme d'intelligence artificielle une maladie qui va se déclarer quelques jours ou quelques semaines plus tard et traiter l'arbre avant. Ce qui fait que je suis optimiste que oui, il y aura une destruction massive d'emplois au niveau mondial, mais une création massive d'emplois, mais dans d'autres professions qui n'existaient pas. L'autre jour, je suis tombé sur un article du début du siècle dernier où des éleveurs de chevaux et l'écosystème cheval disait avec l'avènement de la voiture, comment on va faire, comment on va vivre. Or, la voiture a connu un grand essor, mais ça ne veut pas dire que ces individus-là n'ont pas trouvé d'emploi plus tard. Très bien. Donc, je reste optimiste, même s'il y aura de la destruction d'emplois. De toute façon, c'est un panel empreint d'optimisme et c'est très bien comme ça. Monsieur Lafora, si vous deviez nommer 5 métiers de demain, ceux qui vont le plus recruter dans les prochaines années, ce seraient lesquels et pourquoi? Alors, je ne sais pas si ce sont... C'est une façon pour nous d'orienter un petit peu les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Mais je pense à 3 grands sujets qui sont, premièrement, l'énergie. Et vous savez, on est à l'aube d'une révolution en termes de production énergétique, surtout sur le continent africain. Comme si les disaient plus tôt, on a 2 milliards de personnes qui vont consommer, qui vont produire et qui ont besoin, avant toute chose, d'énergie. Et je parle justement d'énergie électrique. Deuxième élément, c'est ce sujet qui est celui de l'endroit où les populations vivent. On parle d'une grande transformation ou bien d'un grand shift entre le rural et l'urbain. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. Et notamment, dans le cas du Maroc, on parle depuis quelque temps de l'émergence de cette classe moyenne agricole ou rurale. Et troisième élément, je pense au cadre réglementaire, mais aussi à la structuration de certains métiers. Et je pense que dans beaucoup de secteurs d'activité, si les habitants du pays ne saisissent pas les opportunités immédiatement,
eh bien, au bout d'un certain moment, on verra l'arrivée forcément d'acteurs internationaux qui vont occuper le terrain parce qu'ils sont plus outillés, parce qu'ils ont plus d'expérience, ainsi de suite. Maintenant, en termes de métiers spécifiques, j'en citerai quelques-uns. Je pense par exemple dans le domaine agricole à la prestation de services agricoles, chose qu'on voit dans beaucoup d'autres pays. Aujourd'hui, vous avez par exemple un exploitant agricole au Maroc, avec cet effet de consolidation, vous avez de plus en plus de grandes exploitations qui cherchent à sous-traiter certains métiers. Et on a besoin de certaines expertises pointues. Si on a mentionné une, qui est notamment le diagnostic de certaines maladies et de l'état général d'un verger. Mais je pense aussi à des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles, comme la taille, comme la cueillette, comme les petites transformations, ainsi de suite. Et là, on pourrait voir l'émergence d'un tas d'entrepreneurs qui seraient spécialisés dans ces domaines. Je pense aussi au tourisme de niche, où malgré cette crise, on voit qu'il y a des opportunités qui émergent, notamment dans le tourisme sportif, le tourisme culturel. Nous avons énormément d'atouts en termes de sites culturels au Maroc, dont on parle très peu. Je pense par exemple à certains sites qui sont totalement inconnus du grand public et qui font partie intégrante de notre patrimoine. Je lisais tout dernièrement un livre qui a été écrit encore une fois par des chercheurs étrangers qui parlent de la cité mythique de Sijil-Massa ou encore de Harmet. Ce sont des sites incroyables. À côté de Restani. Absolument, mais qui ne sont pas valorisés justement parce qu'on n'a pas d'entrepreneurs qui sont à même de pouvoir proposer des packages intéressants pour notamment le tourisme national. Et j'en passe. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers comme ça, mais il faut saisir, je pense, et comprendre les grands enjeux qui sont en train de se développer dans notre pays et sur le continent en général. Monsieur Goldstein, je vais vous demander le même exercice. Les 5 métiers de demain, ceux qui vont le plus recruter dans les prochaines années, cette fois-ci en Afrique. Alors, c'est vrai que moi, je suis très orienté sur les nouvelles technologies. Donc, comme disait Monsieur Azaz, on aura certainement des métiers qui vont émerger autour de la donnée, des bases de données. Donc, on parle beaucoup de big data. Donc, je parlais de data scientist, de analyste métier, donc que ce soit dans la finance ou dans l'informatique. Donc, ça va avoir tout ce qui est lié à la base de données et par métier. Ensuite, vous allez avoir des ingénieurs développeurs, mais qui devront s'adapter à la nouvelle technologie, donc à l'intelligence artificielle. Demain, peut-être qu'ils vont plus coder, mais ils devront tout simplement inventer les logiciels de demain. Et ce qui est très en tendance en ce moment, on parle de no-code. Donc demain, on peut tout simplement avoir des personnes qui vont développer des logiciels sans coder. C'est une technologie qui s'appelle le no-code. Et donc, il faut tout simplement suivre des guidelines qui existent. Et demain, on pourra créer ces logiciels-là. Et enfin, bien entendu, si je peux donner les 5 grands secteurs qu'il y a en Afrique, bien entendu, la santé, il manque des emplois et on devra créer des nouveaux emplois dans la santé. Le BTP va certainement repartir une fois que la pandémie va s'estamper, donc le BTP va repartir. Bien entendu, donc les nouvelles technologies, je vous le disais, et après tout ce qui est lié à l'énergie et à l'agriculture, comme disait Monsieur Lafoura, ça sera en plein boom en Afrique pour pouvoir accueillir ces 2 milliards de personnes qu'on aura sur le continent. Et enfin, si je peux reprendre ce que j'ai pas voulu couper, Monsieur Azaz, mais tout ce qu'il disait, c'est 100%, je suis 100% d'accord avec lui. Et donc, du coup, le matching qu'il faudra faire, c'est comment trouver des emplois, pas simplement en Afrique, mais ailleurs. Et c'est pour ça que nous, dans la plateforme Talenteum.africa, on met en relation des talents africains avec le reste du monde et pas sur des missions de freelancing parce qu'on est toujours dans l'éphémère, mais dans des missions long terme. Et donc, j'invite aussi les candidats marocains à s'inscrire sur Talenteum.africa parce qu'on peut leur trouver des missions longues, voire des CDI à distance avec des entreprises basées en Europe ou en Amérique. Et donc, c'est pour ça, c'est aussi voir en dehors du continent tout en restant sur le continent parce qu'il faut éviter la fuite des cerveaux. Et puis, l'Eldorado n'est plus en Europe ou aux États-Unis, mais l'Eldorado est peut-être en Afrique. Et donc, c'est avec les cerveaux africains qu'il faut pouvoir compter pour ces prochaines années. L'Eldorado, c'est peut-être en Afrique, on va retenir ça. Monsieur Hakam, est-ce que le métier de médecin, est-ce que le métier de formateur en e-santé, est-ce que le métier d'infirmier aussi font partie des métiers qui auront le vent en poupe demain, tout simplement? C'est une quasi-évidence pour tout le continent. Pour avoir bourlingué un peu dans tout le pays du continent, vous avez une sous-densité atroce en termes de population de soins.
que ce soit les médecins, que ce soit même des assistantes médicales, on n'en trouve pas suffisamment. Donc, il y a un vrai besoin, effectivement. Il y aura toujours un appel d'air au niveau africain. Je ne parle pas des autres pays qui sont en surdensité, mais tous les pays qui sont de ce côté-là de la mer Méditerranée ont un vrai besoin en ressources sanitaires. Alors, dans les ressources santé, il n'y a pas que les médecins, parce que, bon, alors, on va dire que le métier de médecin nécessite le passage obligatoire par un goulot d'étranglement qui s'appelle la formation médicale. Donc, au fait, même s'il y a un appel d'air, il y aura toujours ces fameuses barrières pour pouvoir sortir suffisamment de médecins. Mais supposons que ces goulots d'étranglement sont améliorés, comme je vous ai dit, en réfléchissant à des cursus qui sont adaptés à notre besoin aujourd'hui, pour ne pas dire un besoin cocotte-minute, mais un besoin, on va dire, express. Donc, on ne peut pas se permettre de rester sur des formations académiques à la française, avec 7 ans d'études médicales et 5 ans de spécialité avant de se dire que le gars est formé. Je pense que la deuxième problématique qu'il y aura, ce serait la volonté des médecins lauréats d'aller s'installer dans des régions sous-denses. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de cartographie sanitaire qui est gigantesque, partout. Quand vous allez, par exemple, je ne vais pas parler que du Maroc, mais vous allez juste au Mali, par exemple, vous avez les seuls pédiatres qu'il y a sont à Bamako. Il n'y a pas de pédiatre ailleurs, au Mali. Quand vous allez, même au Rwanda, qui donne l'apparence d'une nation qui est très avant-gardiste en Afrique et tout ça, la répartition médicale est catastrophique. Par contre, ils se sont adaptés à la situation en créant des métiers médicaux qui ne le sont pas complètement officiellement. Ils ont pris des social workers qu'ils ont mis dans des centres et qui reçoivent les gens pour pouvoir leur prodiguer orientation et conseils et leur éviter éventuellement la déperdition de temps ou éventuellement de se perdre dans les labyrinthes médicaux avant de tomber sur le bon spécialiste et la bonne approche médicale qu'il faut. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a aussi, dans le métier d'infirmier, comme je vous ai dit aujourd'hui, on a vu disparaître année après année, depuis quelque chose comme 20 ans, toutes les infirmeries de quartier du Maroc. On n'en a plus. Les infirmeries de quartier privées n'existent plus. Aujourd'hui, si vous voulez faire un soin, vous êtes obligé d'aller à la pharmacie et de plus en plus, les pharmacies sont désertées de personnel soignant qualifié. Vous avez des vendeurs en pharmacie, mais qui ne sont pas forcément des infirmiers. Donc, se faire soigner par une personne qui a appris sur le tas, je veux bien le concevoir pour un petit bobo, mais des fois, quand on a besoin d'une injection où il faut faire attention qu'elle ne soit pas, par exemple, pour le cas du vaccin, il est impératif de faire attention qu'ils soient en intramusculaire et qu'ils ne soient pas en sous-cutané. Même si nous avons vu des images dans la presse internationale où vous aviez des gens qui pressaient le pli pour mettre l'injection d'un vaccin ARN, par exemple. Donc, ce genre de choses, les infirmiers sont formés pour, mais nous n'avons plus d'infirmières de quartier. Moi, je me rappelle, dans mon enfance, les petits bobos, on les traitait chez l'infirmier de quartier. Il n'y en a plus. On en a besoin dans certaines régions où il n'y a pratiquement pas de présence médicale ou de présence de soins. On a besoin, comme je vous ai dit, d'infirmiers de pratique avancée. On a besoin d'infirmiers qui vont aller au-delà du cursus d'infirmiers de base et ils vont peut-être apprendre à faire de la dialyse, peut-être éventuellement faire de la chimiothérapie pour éventuellement, pas prescrire, pas designer, encore une fois, mais à la rigueur, faire des opérations qui aujourd'hui sont faites ou accaparent le temps d'un médecin alors qu'on a très peu de médecins sur le terrain. Vous avez aussi dans les métiers de la santé, parce qu'on focalise beaucoup sur la médecine et sur les soins, mais il y a aussi toute la partie pharmaceutique. Les labos pharmaceutiques sont en train de faire une transition majeure à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de médicaments éthiques de base, ou ce qu'ils appellent eux des médicaments heritage. On ne parle plus de ça. On ne parle plus de ce genre de médicaments antalgiques, tout ça, ça ne subit plus les mêmes mécanismes de promotion que les nouvelles thérapies. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnes qualifiées médicalement qui vont vouloir aller s'adresser à l'industrie pharmaceutique, chercher de l'emploi dans l'industrie pharmaceutique. Il y a de la demande dans l'industrie pharmaceutique de personnes formées médicalement qui sont capables d'aller discuter une nouvelle thérapie personnalisée ou une thérapie ciblée oncologique ou des choses comme ça qui nécessitent quand même un certain bagage. Vous avez par ailleurs, pour la partie e-santé, tout à l'heure, M. Hezez a parlé des wearables. Alors moi, oui, Apple Watch, c'est super, mais Apple Watch, par exemple, pour vous donner l'exemple, en 2 ans, elle a permis de détecter 2 cas de fibrillation auriculaire. Nous pouvons faire mieux que Apple Watch, à condition que derrière, nous formions suffisamment d'ingénieurs biotechniciens, mais pas juste des ingénieurs qui vont faire de la maintenance.
nos cursus sortent des ingénieurs qui font de la maintenance. Et quand ils finissent leur cursus, ils sortent pour chercher un travail de maintenance. Ils peuvent réfléchir à monter effectivement dans le cadre d'entrepreneuriat ou dans le cadre de start-up. Il y a des fonds qui sont là, il y a des incubateurs pour ça, il y a des fonds qui peuvent aider dans ces métiers-là pour éventuellement avoir nous-mêmes notre propre industrie de wearables, d'objets connectés, de choses qui vont nous servir éventuellement à mutualiser ces ressources humaines dont j'ai parlé, qui sont une denrée rare. Donc, on a pu, par exemple, voir pendant la période du confinement de la production de thermomètres électroniques, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est très simple. Alors, ça peut paraître bizarre que je dise ça, mais c'est très simple aujourd'hui de fabriquer un IoT avec des technologies qui sont ready to use, comme Arduino ou ainsi de suite. Et après, derrière, c'est un peu de code, c'est un peu d'intégration et tout peut fonctionner correctement. Ça ne sera forcément pas dès le démarrage qualitatif autant qu'un produit de chez Apple ou un produit chez Omron ou un produit de chez Philips. Mais franchement, qu'est-ce que ça nous empêche pourquoi ça va nous empêcher de le faire? Donc aujourd'hui, moi personnellement, un des freins pour moi qui fait que par exemple la télémédecine ne pourra pas suffisamment se démocratiser au niveau africain à la vitesse à laquelle je voudrais, c'est les coûts des machineries. Vous avez par exemple une valise de télémédecine aujourd'hui, ça tourne autour de 15 000 euros. Et quand vous regardez ce qu'il y a dedans, ça ne mérite pas 15 000 euros. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous avons des jeunes qui s'aventurent dans ce créneau-là, bien entendu, il faut juste qu'ils comprennent qu'ils vont être des tech providers, ils vont être des tech designers, ils ne vont pas provisionner, c'est juste cette erreur qu'il ne faut pas. Ils ne vont pas provisionner le métier de la médecine en elle-même ou le soin en soi. Mais ils doivent être accompagnés par des médecins qui vont les aider à comprendre les outillages qu'il faut et leur utilisation et comment on va pouvoir en tirer le meilleur bénéfice pour qu'ils puissent créer des choses. Mon rêve, c'est d'avoir une valise de télémédecine à 2 000 euros ou 3 000 euros, ce qui pourrait démocratiser fortement ce genre d'équipement. Et je sais qu'on est capable de le faire. On a fait des… Allez, ce n'est pas des respirateurs artificiels avancés, mais on a fait quand même des respirateurs artificiels. Aujourd'hui, voilà, ça serait peut-être intéressant que les jeunes s'intéressent à ces métiers de la technologie santé, du prisme technologique. Et puis, pour ceux qui ont le souffle long, ben, le médical et les soins infirmiers, il y aura toujours un appel d'air à condition de vouloir faire le parcours du combattant et après de décider éventuellement d'aller s'installer là où on a besoin de vous. Un énième cardiologue à Casablanca ne sert à rien. Un énième infirmier dans les cliniques privées de Casablanca ne sert à rien. On a besoin de gens dans d'autres villes. Vous avez des provinces, je vous donne par exemple la province d'Azilal, elle est de la taille du Liban, il n'y a pas de cardiologue. Dans toute la province, il faut que les personnes se déplacent jusqu'à Bni Mellal pour se faire soigner. Donc, ce genre de choses ne doit pas continuer. Il faut que chacun y mette un peu du sien et qu'on se dise que si je choisis de faire ce métier-là, ben, il y a des concessions à faire au bout. Si je choisis de faire le métier de la tech, ben, il y a du travail, il y a de l'acharnement à faire pour pouvoir être au niveau des producteurs internationaux dans la matière. Donc, avoir le goût du risque et la volonté de se déplacer. C'est le risque, en fait, c'est le tribut à payer quand on veut innover, quand on veut être innovant. Mutation du marché du travail, quels sont les métiers de demain? C'est le sujet de cette conférence virtuelle organisée par Attijari Wafa Bank dans le cadre de son cycle Échanger pour mieux comprendre. Alors, nous avons quelques questions d'internautes. La première est adressée à Monsieur Lafora. Première question, quels sont les prérequis pour rejoindre Core Africa ou participer au projet piloté par votre association? Bon, je salue, je remercie la personne qui a posé la question. Quoique ce n'est pas forcément le sujet du thème d'aujourd'hui. Ceci dit, pour ceux qui ne connaissent pas, Core Africa est une ONG qui travaille dans le domaine du développement rural. On s'est un peu inspiré du modèle du Corps de la paix américain et nous proposons des opportunités de volontariat d'1 année aux jeunes lauréats des écoles de formation supérieure. Les prérequis sont très simples, on en a parlé un peu plus tôt. Et c'est un peu le résumé de tout ce qui a été dit. D'abord, l'esprit critique. Ensuite, cette intelligence émotionnelle, un peu d'empathie, le fait de vouloir aller vers l'autre, comprendre l'autre. Et enfin, le souhait d'être réellement dédié à une cause. Nous travaillons dans le développement rural, il faut aimer, il faut être prêt à donner une part de soi pour apprendre. Et c'est ce qu'on cherche pour nos volontaires. Voilà. Très bien.
Une deuxième question, toujours pour vous, Monsieur Lafora. Au Maroc, quels sont les projets qui ont été concrétisés grâce à l'encadrement de Corps Africa? Et puis, quel est leur impact sur la qualité de vie des populations locales? C'est très simple. Nous travaillons dans une optique d'approche participative, ce qui veut dire qu'on envoie des gens qui ont été formés pour faciliter un processus de communication, de discussion au sein d'une communauté. On travaille dans les zones enclavées. Et généralement, ces discussions font ressortir plus ou moins les mêmes besoins. Ce sont les besoins primaires des populations rurales. Donc, ce sont les infrastructures de base, que ce soit en eau, en assainissement, justement en infrastructure de base en termes d'éducation ou de santé. Mais de plus en plus, on voit une tendance vers tout ce qui est activité génératrice de revenus. Et là, on parle beaucoup de travail sur l'existant, pas forcément d'innovation, mais simplement le fait de prendre des activités existantes qui dégagent très peu de valeur ajoutée. Et d'ailleurs, ça revient un peu à la discussion que nous avons ce soir sur les mutations du marché du travail ou de l'économie de façon générale. On voit par exemple que beaucoup de zones au Maroc vont produire et mettre sur le marché des denrées de base ou bien des aliments peu transformés. Et in fine, ce sont des zones qui vont exploiter la ressource naturelle, que ce soit les plantes aromatiques, que ce soit la production agricole, ainsi de suite. Et on cherche de plus en plus à avoir une transformation de cette production à l'échelle locale, d'où aussi une opportunité pour les gens qui sont entreprenants d'aller vers ces terroirs qui ont des productions intéressantes et de travailler sur les petites industries de transformation, notamment de l'agroalimentaire. Très bien, merci. Alors, une question pour vous, Monsieur Goldstein. C'est Monsieur Jamel Mazouni qui la pose. Pour les métiers qui existaient auparavant, génie civil, juridique, architecture, agriculture, etc., quelles sont les recommandations pour que ces métiers continuent à se développer? Ce que je pourrais dire et ce que j'ai dit auparavant, à tous ces métiers-là, ils vont continuer d'exister, mais c'est vrai, je reprends un peu ce que les intervenants ont dit, il faudra rajouter de l'empathie, s'ouvrir aux autres et surtout se former aux technologies parce que tous ces métiers-là, des logiciels vont exister, l'intelligence artificielle va prendre le pas et donc il faudra être au goût du jour et pouvoir peut-être se former davantage sur l'évolution de chacun de ces métiers. Donc c'est pas parce qu'on est par exemple déjà professionnel du métier qu'il ne faut pas se former et peut-être augmenter son niveau en prenant des formations sur l'employabilité ou sur l'évolution de son métier. D'accord. Une autre question pour vous, toujours Monsieur Goldstein. Quels conseils pratiques donner justement aux jeunes cadres africains pour se démarquer sur le marché du travail mondialisé, concrètement? Ben, tout simplement, essayer de regarder quels sont les métiers qui sont nouveaux et qui s'ouvrent déjà en dehors de l'Afrique, pour tout simplement essayer d'adapter son CV, avoir un CV si possible qui sorte du lot. Vous savez, le meilleur CV du monde, il a été élu, c'était Marissa Mayer, c'était l'ex de Google qui a été embauchée par Yahoo. Elle s'est fait un CV d'une page, c'était le meilleur CV du monde. Donc du coup, le conseil que j'ai à vous dire, c'est regarder son CV, vous tapez Marissa Mayer sur Google, vous regardez son CV, vous essayez d'adapter en une page comment pouvoir juger une personne en une page. Déjà, c'est très important de pouvoir juger un À quoi CV il qui sort du ressemblait lot. son CV? Juste Alors avant très de pouvoir très googler. visuel, quelques mots-clés sous forme de tag, et puis même si on a beaucoup d'expérience, mettre simplement les 3-4 expériences qui comptent en les détaillant, et puis qu'ils soient visuels, parce qu'en fait, nous, en tant que recruteurs, on en a peut-être marre de voir des CV sans couleur, qui sont longs, qui sont rébarbatifs, etc. Donc du coup, essayer de sortir du lot. Et enfin, j'ajouterais, si on peut coupler ça par une vidéo, c'est l'avenir, parce que maintenant, il faut savoir se présenter en vidéo, bien parler. Et donc du coup, si on peut avoir un CV d'une page, si possible en couleur, avec les bons mots-clés, plus une vidéo de 1 minute qui vous permet de vous présenter. C'est les nouveaux moyens pour pouvoir être recruté rapidement. Très bien. Une question pour vous, Monsieur Elhezaz, elle est de Sarah Rami. Comment prendre en compte les métiers de demain dans l'élaboration des stratégies d'avenir, alors même que les mutations, notamment technologiques, sont extrêmement rapides? Waouh, c'est toute une question. Merci Sarah. Euh, on assiste à une rupture technologique majeure. Et aussi, on assiste à un vrai match
entre les États-Unis, la Chine et l'Union européenne pour définir les technologies qui vont régir notre vie pour les 100 prochaines années. Pour vous donner une idée, la Chine a lancé un plan qui s'appelle China Standards, qui vise, qui a comme ambition que les startups chinoises vont créer les standards technologiques qui vont vraiment cadrer les principaux secteurs d'avenir. Et c'est un plan qui est doté de, tenez-vous bien, de 1,4 trillion de dollars sur 15 ans. C'est massif. C'est bien sûr les États-Unis depuis leur naissance ont toujours misé sur l'innovation et sur les technologies. Et c'est ce qui leur a permis d'être une puissance mondiale lors du le dernier siècle. Pour le Maroc, je pense qu'il y a une opportunité inouïe d'être un des hubs technologiques au niveau africain. Maintenant, il faut qu'on se dote de cette ambition et surtout qu'on investisse massivement dans ce sens-là. Le Maroc, quand il a voulu être un des joueurs majeurs de l'énergie verte, notamment tout ce qui est solaire, ben, on s'est donné les moyens. Quand on a voulu avoir le plus grand port d'Afrique, on s'est donné les moyens. Aujourd'hui, l'enjeu, il est technologique. Il faut qu'on investisse massivement pour se positionner sur l'échiquier africain. Pour vous donner une idée, l'année dernière, les investissements dans les startups ont connu une année incroyable. Les investissements étaient de 300 milliards de dollars avec une croissance de 7% par rapport à 2019 qui était une année historique. Ce qui fait qu'il y a une course et le Maroc doit rentrer dans cette course-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais on est en train de travailler avec le ministère de l'Industrie, mais aussi avec la Caisse centrale de garantie pour doter le Maroc d'un plan ambitieux. Ça sera le plan Startup Morocco Tech. Et j'espère que dans les prochaines semaines, C'est une information en avant-première? J'ai rien dit. Très bien. Mais on est en train de travailler, parce que le Maroc a beaucoup de talent, a beaucoup de possibilités qu'on doit concrétiser. Très bien. Une autre question. Pour vous donner un autre chiffre, aujourd'hui, la diaspora africaine dans le monde est chiffrée à presque 7 millions d'individus qui sont d'un niveau mondial, mais qu'aujourd'hui, on n'en profite pas de cette... en plus des dizaines de millions d'Africaines et d'Africains de calibre mondial qui n'ont pas les moyens d'atteindre leur plein potentiel dans les différents secteurs qui ont été cités par les différents interlocuteurs. Très bien. Une autre question pour vous, Monsieur El-Hezzaz. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une demande de recommandation. Mohamed Mouramir, il nous explique qu'il a lancé une start-up de technologie juridique pour les auto-entrepreneurs et les petites entreprises, mais il est coincé dans la recherche de personnes talentueuses pour participer à cette aventure. Qu'est-ce que vous lui recommandez, Monsieur El-Hezzaz? Qu'est-ce que je lui recommande? Alors, le premier investisseur à convaincre quand on lance une start-up, c'est le talent qui va se joindre à vous. Pour le talent d'aujourd'hui, qu'il soit au Maroc ou en Afrique ou partout dans le monde, ils ont besoin de croire dans une raison d'être qui dépasse le cadre purement capitalistique. Il faut que cet entrepreneur-là soit en capacité de communiquer sa passion et sa raison d'être à ces talents-là pour qu'ils se joignent à sa start-up. Très bien. Je reviens à vous, Monsieur Goldstein. Rapidement, une question de Jamal El-Mazouni. C'est sa deuxième question. Dans le futur, quels sont les marchés d'emploi et quelles formations ou conseils à fournir aux jeunes? On a parlé de tout ce qui était formation courte et donc du coup, je pense que l'avenir, et surtout en Afrique, ce sera de s'orienter vers la formation courte, si possible certifiante, et qui sont reconnues également à l'étranger, surtout si on veut s'orienter sur du travail
à l'étranger tout en restant dans son pays. Et ensuite, tout simplement, les métiers qui sont rapidement opérationnels, on peut se former à différents métiers. Par exemple, comme disait Monsieur Akam, un infirmier qui n'est pas formé aux nouvelles technologies, peut-être ne trouvera pas de travail demain. Donc, du coup, il faut peut-être se former à l'avenir des métiers où nous sommes déjà. Mais les formations courtes sont-elles crédibles aujourd'hui vis-à-vis des plateformes de recrutement, justement? De plus en plus. De plus en plus. Par exemple, pour vous donner un exemple, chez nous à l'île Maurice, on a un organisme qui s'appelle Le Wagon, qui est assez connu en France et qui s'implante partout en Afrique et qui commence par Maurice et qui ensuite va aller au Maroc. Et donc, du coup, c'est des formations courtes sur 3 mois pour former des experts de développeurs sur un code en précis. Et en fait, c'est des formations qui sont demandées par les entreprises. Monsieur Hakam, une question d'internaute pour vous. Quel est l'avenir de la télémédecine au Maroc et quels conseils donner aux étudiants en médecine pour booster leur carrière dans le domaine? Alors, je vais répondre à la deuxième partie de la question très rapidement. Donc, d'abord, développer des skills technologiques, apprendre à utiliser correctement, du moins un ordinateur correctement, savoir comment l'utiliser pour communiquer, faire ce genre de choses. Se donner les moyens d'apprendre ce qu'est le métier de la e-santé en général et de la télémédecine. Et pour ça, il y a des formations qui sont en train de se mettre en place au Maroc, parce que tout cela est nouveau, hein. Le cadre réglementaire est arrivé au milieu de l'année 2018. On a commencé à travailler un peu vers 2019, puis après, il y a eu le lockdown, enfin, tout ça. Enfin, donc, c'est en train de se mettre en place. Il y a une formation, un diplôme universitaire de télémédecine qui est au niveau de la faculté de Casablanca, qui est ouvert que pour les médecins. Donc, l'objectif étant de former les médecins à savoir utiliser les outils technologiques pour faire un acte médical. Mais il y a aussi aujourd'hui l'université Mohamed VI qui est en train de lancer un master de e-santé, d'informatique médicale et de télémédecine. Il y a la faculté de Fès aussi qui est en cours de progression sur le sujet. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce milieu, à ce niveau-là. Donc, il faudrait éventuellement qu'ils s'ouvrent très vite sur ces formations et qu'ils soient à l'écoute pour pouvoir être parmi les premières promotions qui, généralement, sont très vite prises en compte au niveau de l'employabilité et vraiment hyper rapidement. Alors, pour revenir à la première partie de votre question, excusez-moi si vous pouvez juste me la rappeler. C'était l'avenir de la télémédecine. L'avenir de la télémédecine. Alors, l'avenir de la télémédecine, ce qui s'est passé il y a 2 semaines nous permet de voir un avenir beaucoup plus percutant, beaucoup plus performant que ce qu'on voyait quand il y a eu la législation en 2018. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué qu'en 2018, la législation était sortie en disant, si vous voulez faire une téléconsultation, si on reste sur le prisme de la téléconsultation, pour rappel, la télémédecine ne se limite pas seulement à la téléconsultation. Il y a plusieurs actes de télémédecine dans, par exemple, la télésurveillance qu'on peut faire à travers des wearables où on n'a pas forcément besoin de quelque chose de particulier entre le patient et le médecin. Mais si nous restons sur la téléconsultation, qui paraît être la chose la plus simple aujourd'hui à admettre par le corps sanitaire en général, parce que c'est une transposition tout à fait simple de ce qu'ils font au niveau physique présentiel sur le domaine du virtuel. Donc, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc, il y avait une barrière qui était que pour pouvoir téléconsulter un patient, il faut absolument que le patient soit accompagné d'un professionnel de santé. Donc, toutes les téléconsultations qui ont eu lieu pendant la période de confinement étaient illégales aux yeux de la loi. Aujourd'hui, donc, les médecins ont pris connaissance de cette législation et donc, on a commencé un petit peu à râler dans le sens où, oui, c'est très bien, donc ça permet au public de pouvoir faire de la téléconsultation dans les centres de santé de montagne parce que là-bas, il y a un infirmier et le médecin, il est au niveau du CHU référent. Mais comment on va faire, nous, qui sommes dans le privé? Il y a eu un très gros travail qui a été fait par plusieurs instances, notamment le Conseil national de l'ordre des médecins. Je fais partie de la commission de télémédecine de ce même conseil. Nous avons travaillé sur un changement au niveau législatif. Le changement a eu lieu il y a 2 semaines, il y a 2-3 semaines. Donc, il y a 2-3 semaines, effectivement, il y a eu quelques changements techniques qui ne touchent ni le médecin ni le patient, mais il y a eu ce changement-là qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons envisager des téléconsultations à distance directement de notre foyer avec notre médecin traitant.
Mais Bien qui est entendu, important quand même parce que ça touche quand même la gestion des données personnelles. bien entendu, bien entendu. C'est Mm. bien entendu. En tout cas, on ne peut pas faire de téléconsultation sur des outils communs de communication. Il y a un certain nombre de règles et de toutes les manières aujourd'hui, si moi je veux faire de la téléconsultation demain, même avec mon autorisation d'exercer en tant que médecin, je suis obligé d'aller prendre une autre autorisation d'exercice télémédical qui se basera sur un dossier complet dans lequel figurera aussi toute la partie RGPD. Donc Mm. c'est clair que sur ce sujet-là, on est d'accord. Donc aujourd'hui, ceci va vraiment ouvrir un peu les chakras de tous les professionnels qui ont du temps. Parce que, encore une fois, je rappelle, nous avons de la sous-densité. C'est-à-dire quand vous avez un pays où vous avez 70 ou 80 neurologues, avec toute la bonne volonté qu'ils soient, s'ils veulent faire de la téléconsultation, quand est-ce qu'ils vont la faire? À quel moment? Leurs cabinets sont déjà overbookés de patients. Donc, ça restera, à mon sens, de la téléconsultation de médecine primaire qui devra réellement se retrouver entre les mains du généraliste très rapidement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé même en France. Aujourd'hui, c'est la médecine générale qui consomme le plus la télémédecine. Mais derrière, nous allons avoir d'autres sujets qui sont très intéressants et très pertinents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons au Maroc, entre les diabétiques type 1 et les diabétiques type 2, quelque chose comme à peu près 3 millions d'individus qui souffrent de cette pathologie, qui sont connus souffrant de cette pathologie. Parce que là encore, il y a un gros problème qui s'appelle le screening ou le dépistage, qui pose un réel problème dans les pays comme le nôtre, où nous avons cette fameuse sous-densité médicale. Donc ces 3 millions-là aujourd'hui, bah, il y a des niveaux socio-économiques différents, il y en a qui ont accès éventuellement à des centres de santé, d'autres non, il y en a qui sont assez âgés, qui voudraient éventuellement avoir un suivi beaucoup plus rapproché, qui sont stressés constamment. Il y a une étude qui est parue il y a 2 ans, qui était très intéressante, qui avait dit que les patients passaient 5000 heures par an, c'est énorme, 5000 heures par an de leur vie à regarder des choses qui sont en rapport avec leurs problèmes de santé. Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je peux manger ça? Est-ce que le concombre ne va pas me faire monter mon sucre? Est-ce que la pastèque est faisable? 5000 heures par an, c'est-à-dire 10 heures un peu plus de 10 heures par jour, C'est 15, énorme. 15 heures par jour. C'est-à-dire que le seul moment où ils ne sont pas stressés par le maladie, c'est quand ils dorment. C'est terrible. Donc ces gens-là, aujourd'hui, la médecine a apporté une espèce de réponse qui s'appelle le tight control. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous demandons, j'imagine que dans votre entourage, vous avez des malades chroniques qui sont hypertendus ou diabétiques, parce que tout le monde a dans son entourage des gens comme ça, c'est normal. Il y a une explosion des maladies chroniques. Il y a un vieillissement de la population qui est en train de s'opérer. Nous sommes à l'ère de la 3e transition démographique. Donc aujourd'hui, nous avons de plus en plus de personnes de plus de 65 ans. Nous avons des gens qui vont vivre jusqu'à 90, 95 ans. Il va falloir les accompagner pour qu'ils vivent correctement ces 30 années supplémentaires qu'on a eues depuis quelques années. Alors, aujourd'hui, ce tight control peut être fait avec la technologie. Si auparavant, il fallait que j'attende 3 mois pour récupérer la fameuse hémoglobine glyquée, pour le dire en arabe, pour les personnes qui nous visionnent, il fallait attendre 3 mois pour l'avoir. Et c'est l'hémoglobine glyquée qui nous permettait de savoir si la personne avait un diabète qui était équilibré ou pas. En 3 mois, il peut arriver plein de choses. Il peut faire des hyperglycémies, des hypoglycémies, il peut faire ce qu'on appelle des excursions. Et en fait, pendant ces 3 mois, moi, je n'ai aucune visibilité sur lui. Ce qui veut dire qu'au final, quand il va arriver chez moi et que je vais me rendre compte qu'il a un problème, un sérieux problème d'équilibre, je vais éteindre un feu. Je ne vais pas faire la fameuse médecine prédictive, préventive, personnalisée dont j'ai parlé tout à l'heure et participative. Même dans la médecine, c'est la fois-là, on a du participatif aussi qui est hyper important parce que le patient aujourd'hui doit participer dans sa santé. On peut plus se permettre d'avoir le médecin qui dicte et le patient qui dit oui. La relation médecin-patient est devenue une relation adulte-adulte très participative. Donc aujourd'hui, avec juste, vous savez que les glucomètres par volonté nationale et aussi c'est un acquis aujourd'hui que tous les patients marocains devraient saluer, sont remboursés par l'assurance maladie obligatoire, ce qui est quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, rien n'empêche les services d'endocrinologie ou de diabétologie de mettre en place des petites plateformes mobiles dans lesquelles le patient, soit il a un dispositif connecté s'il en a les moyens, tant mieux, et s'il n'a pas les moyens, il peut rentrer lui-même les chiffres de sa glycémie quotidiennement. Et dès lors que vous avez des chiffres, et là on parle encore une fois de data, dès lors que vous avez des chiffres en continu, vous pouvez mettre derrière des paramètres de warning, de remontée d'alerte vers le médecin, vers les parents proches du patient s'il y a un problème.
ça aussi, c'est quelque chose qui, à mon sens, amènera une amélioration en fait, de la prise en charge de malades chroniques au Maroc. Et vous avez en dernier cette fameuse optimisation des ressources. Je parlais tout à l'heure du fait que certaines spécialités sont très peu denses. Il y a très peu de spécialistes dans certaines spécialités. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de généralistes dans des endroits qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont isolés. Et nous avons une pratique de médecine en silo. Je suis médecin généraliste. Dès que je sens que c'est un problème de neurologue, il faut que j'arrête et que je l'envoie au neurologue. Non, on ne peut plus se permettre aujourd'hui de faire de la médecine en silo. On ne peut plus se permettre de faire de la médecine, comme on dit, one size fits all. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on peut avoir ce qu'on appelle, en France, c'est déjà mis en place. Au Maroc, on est en train de réfléchir à mettre quelque chose comme ça, ce qu'on appelle des plateformes de téléexpertise. Alors, le médecin généraliste reçoit le patient, il voit qu'il a un problème neurologique, il fait un dossier complet, il récupère toute la paperasserie, il l'injecte dans une plateforme et on n'est pas sur du synchrone, on n'est pas sur du direct. Donc, après, derrière, les sociétés savantes ou les regroupements de spécialistes peuvent éventuellement faire des gardes d'astreinte. Le monsieur spécialiste rentre après avoir fini sa journée ou éventuellement le matin avant de commencer ses consultations. Il regarde les dossiers, il donne son avis. Celui-là, il a besoin d'être hospitalisé. Celui-là, ce n'est pas un problème neurologique. Celui-là, il a besoin d'être transféré vers une unité de neuro et ainsi de suite. Ce genre de choses va amener cette fameuse optimisation dont on a besoin parce qu'on ne pourra pas former suffisamment de spécialistes et à la cadence qu'on veut. Très bien. Une autre question, une dernière question pour vous, Monsieur Hakam. La télémédecine a-t-elle un avenir en entreprise auprès des salariés? Médecine du travail et télémédecine. Alors, télémédecine, pas forcément que la télémédecine, parce que bon, déjà la médecine du travail, elle a des règles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui fait 50 salariés ne peut pas avoir de médecin du travail. Au-delà de 50 salariés. Ce qui c'est fait vraiment par volonté propre du dirigeant. Donc, il y a quand même il y a des chiffres spécifiques. Donc, les grandes industries pourraient éventuellement avoir ce genre de choses. Donc, ça existe ailleurs, ça peut exister. On peut avoir des services d'orientation. Par contre, il y a des sujets beaucoup plus pertinents qui sont plutôt du ressort de la e-santé. Encore une fois, on va remonter un petit peu, on ne va pas focaliser que sur la télémédecine, mais vous avez aujourd'hui des plateformes, par exemple, de gestion de risques psychosociaux liés au travail. Nous sommes partenaires d'une plateforme internationale qui fait ça, qui vous permet de scoper en fait la quality of life au niveau de l'endroit où se trouve le salarié, son mood habituel, générer des baromètres de mood des employés, regarder quand vous avez des indicateurs qui vous alertent sur un risque psychosocial d'un des… Encore faut-il y adhérer. C'est des plateformes qui ne coûtent pas très cher. En fait, aujourd'hui, ça n'a pas encore été lancé, on va dire, en fanfare au Maroc, mais on est en train de mettre le paquet dessus. Mais c'est des choses qui apporteront effectivement, de la formation pour accompagner ces gens-là qui sont en phase de rupture, éventuellement en phase de basculement. Ça peut être de l'auto-formation. Ça peut être du suivi par des thérapeutes qui sont en ligne, qui permettent en fait de converser avec ces gens-là en toute confidentialité. Bien entendu, les espaces des salariés ne sont absolument pas visibles par l'employeur lui-même. Il y a des SAS qui sont prévus pour ça, il y a un certain nombre de choses. Et ça peut remonter jusqu'à ce qu'il y ait un accompagnement carrément physique. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place effectivement dans la santé au travail et pas la médecine du travail. Il y a pas mal de choses à faire et je pense que si demain les entreprises s'intéressent à ce sujet, ça peut se faire. Il y a eu quelques expériences qui ont été faites chez une banque une banque confrère de la place qui avait mis en place effectivement une solution d'orientation médicale pour tous ses salariés. Et à l'époque, j'étais salarié dans une multinationale qui s'occupait de ça et on recevait tous les jours des questions d'orientation, des demandes de deuxième avis médical ou éventuellement des questions pour savoir quelle spécialité est la bonne spécialité que je dois aller voir. Et c'était tous les salariés de cette banque confrère. Tout ça concourt au bien-être en entreprise et on en a grand besoin en ce moment. Il faut. Oui. Vous avez peut-être un dernier mot à nous dire, messieurs, et je vais commencer avec vous, monsieur Goldstein, un dernier tour de table. Allez-y. Écoutez, ce que je pourrais dire, c'est l'avenir passera entre autres par la formation et l'éducation en Afrique. Donc, il faut investir davantage pour nos politiques basées dans tous les pays africains, investir dans l'éducation et la formation. C'est l'une des clés
que je pourrais dire. Et enfin, pour tous les talents qui nous écoutent, les candidats, n'hésitez pas à venir sur talenteum.africa. Nous avons certainement des postes à temps plein pour vous qui vous y attendent. Et merci à tous les intervenants qui ont été de qualité. Je les ai rencontrés et je vous inviterai tous par LinkedIn afin de garder contact. Le message est lancé en tout cas. Monsieur Lezaz, un dernier mot? Comme a dit M. Goldenstein, l'éducation, elle est primordiale. Si on veut capitaliser sur cette révolution technologique, l'Afrique doit capitaliser sur les 3 E. Le premier E, c'est l'enseignement. C'est-à-dire que sans investissement majeur dans une nouvelle méthode, un nouveau système basé sur les technologies éducatives, l'Afrique ne connaîtra pas son décollage. Le deuxième E, c'est l'entrepreneuriat. Il faut que les Africains deviennent entrepreneurs de leur propre vie. Il faut qu'on arrête d'attendre que nos États, que nos grandes entreprises fassent des choses pour nous. Il faut qu'on devienne entrepreneurs de nos vies et full stop. Le troisième E, et ça c'est sur les épaules de nos États, c'est qu'il faut qu'on se dote de systèmes de GovTech permettant à nos États d'interagir avec les citoyens d'une manière fluide, mais pas seulement les citoyens, mais aussi les entreprises. Parce qu'en mettant les citoyens et les entreprises au cœur de leur dispositif étatique, on va pouvoir libérer les énergies. Dernier mot pour les futurs talents de ce continent-là. Pour moi, les métiers d'avenir, c'est d'être enseignant ou être entrepreneur. Tout simplement. Mais, Monsieur Lafola, un dernier mot. André, bien sûr, je vous remercie pour cette invitation et c'était vraiment un plaisir de participer à ce panel. Maintenant, je terminerai sur un mot qui est l'opportunité. Les opportunités n'attendent personne. Elles sont là. Il faut ou les créer ou les saisir. Et donc, je dirais que des fois, il suffit simplement de changer de posture dans la vie. Au lieu de dire qu'il faut que telle chose change ou que telle personne crée une opportunité pour moi ou que telle condition devienne différente, simplement, il faut aller vers ces opportunités. Et je terminerai en disant que des fois, quand on ne peut pas courir, il faut marcher. Parce que l'essentiel, c'est de maintenir ce mouvement, d'aller vers une direction. Et puis pour le reste, c'est l'avenir qui nous en dira ce qui adviendra. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Hakam, un dernier mot. Alors, je remercie la Fondation Attijari Wafa Bank pour son invitation. Je vous remercie, vous, pour la qualité de votre présentation et l'animation de ce débat. Je remercie aussi tous les intervenants de nous avoir régalé d'informations intéressantes, chacun dans son secteur d'activité. Alors moi, je finirai sur quelque chose qui n'est pas de moi, mais l'OMS a sorti un gros pavé, Atlas de la e-santé en 2016. C'est la première fois qu'ils allaient vraiment sortir un document dans ce sens et qui fait aujourd'hui office de Bible pour tous les techniciens en la matière. Vous avez une notion qui s'appelle Universal Health Coverage, la couverture santé universelle. Donc on en parle aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Et la couverture santé universelle nécessite trois ingrédients qui ne sont pas en équalisation, mais qui sont obligatoires chacun dans une quantité spécifique. On ne peut pas se permettre de se dire on va peut-être diminuer de celui-là, rajouter de celui-là, ça va aller. Non, ce n'est pas possible. C'est la gouvernance, c'est les ressources, donc en termes d'infrastructures et ressources humaines, et les financements. Et l'OMS a rajouté un autre sujet qu'elle n'a pas intégré dans les ressources, parce qu'elle estime que ça ne fait pas partie des ressources, parce que c'est tout nouveau. Elle disait qu'il est devenu de plus en plus clair que la couverture santé universelle ne peut être réalisée sans le soutien et le concours de la santé en ligne. Donc aujourd'hui, dans les pays de l'autre continent, il faut absolument se mettre dans la tête que la santé en ligne va arriver, que la santé connectée va apporter quelque chose, parce que nous avons un manque de moyens humains qui ne peut être comblé qu'en utilisant à bon escient les technologies qui pourront nous permettre d'optimiser ces ressources manquantes que nous avons. Voilà.
Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre discussion, de cette conférence au nom de la Fondation Attijari Wafa Bank. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour la richesse de vos témoignages. Merci à vous aussi, chers participants, pour la pertinence de vos questions. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conférence, pour une nouvelle édition du cycle Échanger pour mieux comprendre. À très vite.